Que se passe-t-il à l'ONF? L'Office national des forêts se retrouve sous le feu des projecteurs depuis ces derniers jours. Un article d'abord de nos confrères de France Guyane, signé Jérôme Guiteau. L'ONF, un État dans l'État qui vacille, a été publié mercredi. Et l'on apprend que les dérives sont monnaie courante au sein de cet établissement public qui gère, on le rappelle, en Guyane, plus de 6 millions d'hectares de forêt. Des procès-verbaux illégaux, des agents qui outrepassent leurs compétences, le tout protégé par la direction locale. Ça, c'est ce qu'a écrit France Guyane. Dans la foulée, prise de parole publique du député David Riemann hier matin pour revenir sur la situation à l'ONF et dénoncer plus généralement les lenteurs, pour ne pas dire les dysfonctionnements de la justice en Guyane. Pour en parler, David Riemann est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour M. Zamid, bonjour Kylian et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, David Riemann, pour répondre à nos questions. Vous avez abordé beaucoup de sujets hier matin, donc on va essayer de les prendre dans l'ordre pour être les plus clairs possibles. Déjà sur l'ONF, vous avez parlé de, je vous cite, de dérives, d'irrégularités, de dysfonctionnement à un très haut niveau. J'aimerais qu'on s'arrête déjà dessus. D'après ce que vous avez appris dans la presse, comme tout le monde, David Riemann, et de ce que vous savez aussi peut-être vous en tant que député, on parle de quel genre de malversation exactement ? Écoutez, il y a toutes sortes d'irrégularités ou de dysfonctionnements. Il y a un agent qui se comportait comme un cow-boy, qui est couvert par la direction avec des PV sur des champs de compétences ou sur des lieux de compétences où est-ce que l'ONF n'a pas à œuvrer, tel que sur la route nationale, et pourtant il a dressé des PV, c'était validé, c'est incompréhensible. Sinon il y a d'autres PV qu'ils ont mis déjà qu'ils n'avaient pas ils n'étaient pas assermentés, donc ils ne pouvaient pas dresser les PV, et pourtant pareil, c'était mis en place, c'était suivi, c'était découvert par le parquet, le parquet est informé de ça. Donc il y a beaucoup de choses qui me paraissent invraisemblables et qui ont été cautionnées, mais j'ai envie de dire même masquées par la direction locale. Et même la direction parisienne a été informée de ça au travers de la direction locale. La réaction est, ils ont envoyé une inspection en Guyane en octobre 2023. Aujourd'hui, on n'a aucun retour de cette inspection-là. Comment est-ce qu'on a pu arriver dans ce niveau de dérive au sein de l'ONF? C'est incompréhensible. Tout ça pour dire que ce ne sont pas des cas isolés. Il y a vraiment, d'après ce que beaucoup de personnes constatent, une défaillance qui est structurelle et systémique en quelque sorte. Ah mais on pourrait carrément le dire, puisque la direction locale, lorsqu'elle a compris ça, dans l'échange qu'on peut lire lorsqu'elle écrit à la direction parisienne, mais on sent bien qu'ils sont conscients de ça. Ils se disent, bon, pour qu'on puisse pas mettre en difficulté les PV en cours et les affaires, on va faire des signatures pour se protéger. Bon, en gros, c'est comme si vous faisiez un faux, quoi. C'est pas possible. On peut pas aller être dans une fuite en avant comme ça pour se couvrir, pour masquer les choses. Il y a une erreur. On s'arrête 2 minutes. On constate les choses. Bon, ben si c'est pas bon, c'est pas bon. Tant pis pour nous, mais on recommence. Parce que c'est arrivé à un tel niveau de désorganisation, de dysfonctionnement au niveau administratif au sein d'une telle institution, moi ça me laisse pantois. Je ne peux pas comprendre ça. Alors France Guyane a parlé, je le disais en introduction, d'État dans l'État, sous-entendu l'ONF travaillerait de façon parallèle, on va dire, par rapport aux autres services de l'État. Hier, vous avez décrit le comportement de certains agents comme étant des cow-boys, qui, je résume en gros, mais font un petit peu ce qu'ils veulent. Je le précise d'ailleurs à nos auditeurs, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille à Radio Pays. J'ai déjà essayé de recevoir l'ONF pour parler de ce qui se passe. Silence radio, aucune interview. Comment est-ce que vous expliquez cette situation, David Riemann, d'opacité, on va dire, sur les activités et les agissements de l'ONF sur le territoire? Écoutez, même à Paris, lorsqu'on échange avec le ministère des Outre-mer, donc l'ancien ministre, M. Vigée, et même M. Carinco au départ aussi, lorsqu'on parlait des problématiques de l'ONF sur le territoire guyanais, oui, effectivement, on regarde pour comment on peut régler, avancer là-dessus. C'est compliqué. Non, on leur a dit non, mais c'est pas compliqué. L'ONF n'est pas une entité à part entière qui dépend d'elle-même et qui n'a de compte à rendre à personne. L'ONF a des ministères de rattachement. Nous sommes désolés, mais c'est impressionnant de voir que eux-mêmes, au niveau des ministères, c'est compliqué pour eux. Donc, il y a pas 36 000 solutions. Pour moi, il n'est pas possible de continuer à avoir une institution aujourd'hui sur le territoire guyanais qui fait ce qu'elle veut.
Si maintenant, nul ne peut mettre de l'ordre au sein de l'ONF, il va falloir prendre des décisions drastiques. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne veux pas accepter de voir ce que des gens fassent ce qu'ils veulent, qui sont encore en pleine dérive, qui mettent à mal la lutte contre les fraudes et autres qui ne respectent pas la loi sur le terrain. Parce que quand vous avez des PV qui sont administrativement pas valables, c'est-à-dire que vous mettez à mal tout un système qui permet de lutter et de garantir le respect des règles et des lois sur le territoire. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Les gens qui se connaissent pour des cow-boys, qui veulent faire qui veulent faire aussi ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans cadre, sans lettre de mission particulière, c'est pas possible. Même eux aussi dans leur comportement, à différents moments, ils ont mis en difficulté la lutte contre l'empaillage illégal. Donc ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc il va falloir qu'on remette de l'ordre au sein de l'ONF, d'où les courriers partis pour les deux ministères de tutelle qui sont le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. S'ils ne peuvent pas, il va falloir trouver une solution. Parce que moi, en tout cas, je ne vais pas continuer à accepter que des gens fassent ce qu'ils veulent, qui sont censés faire appliquer la loi, mais qui eux-mêmes aussi ne respectent pas la loi. Est-ce qu'avec votre casquette de député, David Riemann, vous avez essayé d'entrer en contact justement avec la direction locale de l'ONF pour déjà échanger avec eux et savoir un petit peu quel était leur regard à eux de leur côté sur la situation? Mais en fait, non. J'ai fait le choix d'aller directement au ministère. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez dans les échanges que la direction locale écrit à la direction nationale, et dans l'échange qui se fait, on voit la teneur de ces échanges, on se dit c'est invraisemblable, on est dans un film. Hein. Et à ce moment-là, on dit bon, c'est pas la peine. Vu les écrits, il faut directement taper au ministère. Donc, poser des questions, avoir les réponses, et s'il faut avoir des rendez-vous. Et maintenant, après, leur dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vu ce qui est écrit là, c'est pas possible. En gros, on sait, mais on va masquer, on va cacher. C'est ce qui est écrit du local au national, en fait. C'est là vous dites qu'il y a un problème. Et lorsqu'il déclenche la mission l'année dernière pour venir en Guyane, ben jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que la mission a décidé. J'ai entendu hier le nouveau directeur de l'ONF, qui n'est pas nouveau en Guyane, parce qu'il avait déjà eu en Guyane, dire aux médias que non, mais pour l'instant, il n'y a pas de faute administrative, il n'y a pas de sanction administrative de prévu. Je vous dis, c'est une farce, ce truc-là. C'est une farce. Parce que de là dire, vu les errances et vu les écrits de la direction locale, dire que non, c'est pas grand-chose, c'est lui-même aussi, je pense qu'il est hors sol. Et il fait comme si que c'est pas grave, alors que c'est grave. Parce que moi, j'ai parlé avec les médias, j'ai vu les éléments, j'ai discuté avec l'avocat qui représente l'agent de l'ONF. C'est du jamais vu ce qui se passe. C'est du jamais vu, tout simplement. Quand on regarde un petit peu dans le détail, David Riemann, on se rend compte quand même que les missions de l'ONF, elles sont très 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 nombreuses, pas qu'en Guyane d'ailleurs, hein, dans toute la France. J'ai regardé, je suis allé sur leur site internet là en préparant les questions. Renouvellement des forêts, préservation de la biodiversité, respect de la législation et, point très important, la production et la récolte de bois. 40% du bois d'œuvre qui est récolté chaque année en France, c'est l'ONF. Du coup, question simple, est-ce que d'après vous, il n'y a pas trop de missions et donc trop de pouvoir en fait qui est concentré au même endroit et entre les mains des mêmes personnes? Mais regardez, vous voyez, vous avez dit que l'ONF a aussi la protection de la biodiversité. Je rappelle que maintenant, depuis quelque temps, il y a l'OFB aussi maintenant. L'OFB dans les agences armées, ils font aussi des manœuvres, des choses de partout. En fait, on ne sait pas qui fait quoi exactement et quelles sont leurs limites de champ d'action et des compétences. Le truc, il est complètement scabreux aujourd'hui. Un coup c'est l'ONF, un coup c'est l'OFB, un coup c'est l'ONC. On ne sait pas en fait. Donc il va falloir encore une fois apporter de la clarté, apporter que chacun sache ce qu'il a à faire et dans la limite de leurs compétences, qui œuvre où, pour faire quoi, comment. Mais on voit une multitude de personnes qui apparaissent, on ne sait pas qui, à quoi, comment, mais tout ça ce n'est pas clair en fait. Et au-delà de ça, lorsque on dit que l'ONF récolte le bois, en fait quand ces personnes sont censées on va dire protéger l'environnement, toutes ces choses-là, mais pourquoi l'ONF aussi est producteur de bois? Pourquoi faire? Donc l'ONF aujourd'hui récolte le bois, le vent, en plus maintenant il y a plein de choses qui se disent. Aujourd'hui il va falloir qu'on se renseigne que tout le bois du bois noble qui est récolté sur le territoire
ne reste pas sur le territoire et quitte le territoire automatiquement. Pourquoi? Qui s'occupe de ça? Donc vous voyez, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas au travers simplement de l'ONF. Ceci pose un problème majeur. Donc il va falloir arrêter tout ça. Il y a aussi, vous avez commencé à en parler, la question d'interpellation par des agents de l'ONF sur la route, alors que normalement ils n'ont pas le droit de le faire. À quel point ça arrive régulièrement ce genre de situation, David Riemann, d'après ce que vous savez? Mais écoutez, moi, sur les dizaines de PV que j'ai pu voir, j'en ai vu au moins plus d'une dizaine. Sur les dizaines, il y avait plus d'une dizaine de PV dressés sur la route nationale. Je dis, mais sur la base de quoi? Il faut vous rendre compte que les agents savent qu'ils n'ont pas le droit d'œuvrer sur la route nationale, parce que ce n'est pas une route qui appartient à l'ONF. Eux, c'est en domaine forestier ou sur les pistes forestières qui appartiennent à l'ONF. D'accord? Si c'est une piste forestière qui appartient à une collectivité, ils n'ont pas le droit aussi d'œuvrer sur la piste forestière. Quoi qu'il en soit, vous avez des agents qui sont sur les RNA, il reste des PV, et les PV sont validés. Les PV sont envoyés aux concitoyens. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ouais, et puis comment est-ce que une autorité compétente peut valider de telles choses, de telles pratiques? Puisqu'on parle de PV d'ailleurs... Allez-y, David Riemann, allez-y. Oui. Allez-y. Non, mais c'est juste pour dire que je trouve cela inadmissible et invraisemblable que l'on cautionne cela. C'est ça qui me pose un problème en fait. Ouais, d'ailleurs, puisque vous parlez de PV, je rappelle aussi à tout le monde que dans le procès Goldor qui est poursuivi pour atteinte environnementale près de Mana, la question sur la manière avec laquelle les agents de l'ONF dressent leurs procès-verbaux, ça a été abordé durant le procès, ça a même été un point central. C'est quelque chose qu'on entend finalement depuis plusieurs mois maintenant. Mais vous savez, c'est ce que je disais il y a un instant. Si vous ne faites pas les choses dans les règles, mais écoutez, ça veut dire que vous pouvez mettre un dossier complet à mal. Vous pouvez faire, si effectivement, potentiellement, l'entreprise en question ou l'individu en question a commis des fautes graves en matière d'atteinte environnementale, et que vous, dans vos pratiques administratives, vous n'êtes pas carré et vous ne respectez pas la loi qui cadre tout cela, vous mettez tout un système de lutte en grande difficulté. D'accord? Et à partir de là, vous ne respectez pas votre propre travail. C'est de ça qu'on parle. On ne peut pas aujourd'hui faire ce qu'on veut, comme on veut. Il y a des lois qui ont été votées, qui ont été mises en œuvre effectivement pour garantir, j'ai envie de dire, une application normale et légale de la justice sur le territoire guyanais, sur le territoire français, j'ai envie de dire. On ne peut pas accepter que des personnes, pour quelque raison qu'elles peuvent avoir, puissent faire comme elles veulent et ne respectent pas le cadre qui est applicable à tout le monde. Là, je suis désolé. Sinon, ça veut dire qu'on va passer dans un système où chacun fera ce qu'il veut, donc on passera à l'anarchie. Et donc, c'est bien pour ça qu'il est urgentissime maintenant que les ministères, pour une bonne fois pour toutes, mettent la main dans l'ONF et commencent à mettre de l'ordre là-dedans. Parce que si effectivement, ça continue comme ça, je pense qu'on va arriver à un niveau où nul ne pourra gérer ou anticiper quoi que ce soit. Parce que les gens commencent à en avoir marre. Mais sérieusement, parce qu'aujourd'hui, l'ONF outrepasse ses compétences, outrepasse le droit, et c'est pas possible, tout simplement. Ce n'est pas possible. Alors, David Riemann, j'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez abordé hier matin. Vous avez commencé à en dire quelques mots là depuis tout à l'heure. C'est cet agent de l'ONF, je vous cite, qui a fait son travail, qui a parlé pour dire un peu ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il risque déjà aujourd'hui? Et pour être clair vis-à-vis de tout le monde et de toutes les personnes qui vous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas très bien la situation, il a dit quoi exactement, cet agent? Mais il a tout dit. C'est lui qui a dénoncé l'affaire. En gros, on peut le qualifier de lanceur d'alerte sur une situation, puisque il a fait une alerte éthique au sein de l'ONF, donc il a fait remonter au national, et il a fait aussi, par son biais aussi, il a déclenché l'article 40, donc auprès du procureur de la République. D'accord? Donc, ce monsieur-là aurait dû avoir la protection fonctionnelle au niveau de son travail. Il ne l'a pas eu. Il aurait dû être aussi mieux protégé, suivi, tout ça, même aussi au niveau du parquet, parce que il s'expose, parce qu'il dénonce des choses graves. Donc, le danger, il est là. Et derrière, comme réaction, en interne, on le cherche des noms, on le cherche des poux, on le bloque, il veut plus traiter ses PV, on veut le mettre au placard, on veut le donner une fonction. Lorsqu'il va rester assis dans un bureau, il ne bougera pas, donc c'est fini. Alors que ça a toujours été quelqu'un qui a été opérationnel sur le territoire, qui a participé de temps en temps
avec les forces de l'ordre pour indiquer, dire ce qui se passe dans la forêt pour lutter contre l'empaillage illégal. Donc c'était un agent très actif et qui aime son métier, d'accord? Et qui lui dit, moi je veux travailler dans les règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et lui, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est une personne qui est en danger. C'est un danger qui n'est pas protégé, qui n'est pas accompagné par sa structure. Et je trouve ça déplorable. Parce qu'il a simplement fait son travail. Il a une volonté à ce que tout le monde travaille dans un cadre légal qui est applicable à toutes et tous. Et là, la réaction, encore une fois, en France, on a une situation similaire où est-ce qu'on a un lanceur d'alerte qui n'est pas protégé, qui n'est pas accompagné comme il se doit par son institution d'origine. Donc, moi, je déplore ça et je me mets en garde. Je l'ai dit hier et je le répète encore ce matin. Moi, je mets en garde l'ONF. Je mets en garde l'ONF pour que rien n'arrive à ce monsieur-là. Tant à l'interne qu'à l'externe, parce que il faut pas faire n'importe quoi. Lorsque des gens comme ça œuvrent dans le bon sens, veulent amener leur terre à l'édifice sur un territoire, parce qu'ils veulent que ces territoires puissent se développer et dans de bonnes conditions, on se doit de les accompagner, on se doit de les protéger. C'est comme ça que ça fonctionne, pas l'inverse. Et là, pour le coup, l'ONF n'est pas au niveau, mais pas du tout. Alors face à ça, et vous l'avez dit David Riemann, vous avez envoyé un courrier à différents ministères pour interpeller le gouvernement sur ce qui se passe. Est-ce que, est-ce que vous attendez une réelle avancée à ce niveau-là, que l'affaire soit traitée publiquement, officiellement, que le parquet de Cayenne communique aussi sur les informations qu'ils ont peut-être recueillies de leur côté quand il y a eu notamment cette inspection générale de la justice qui est venue en Guyane il y a quelque temps. Est-ce que vraiment il peut se passer quelque chose de positif de leur côté ? Monsieur Zamit, moi, je fais mon rôle et dans les fonctions que j'occupe. Et dans les règles. Donc, j'ai un rôle, voilà, j'ai un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, on est en plein dedans. J'ai envoyé des courriers, je pose des questions et je demande des rendez-vous. Moi, j'ai demandé un rendez-vous au procureur général en Guyane parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, il va falloir qu'il m'explique aussi. J'ai bien compris que le procureur de la République refuse de communiquer. Il refuse, c'est sa posture, il refuse de communiquer. Sauf que j'aimerais juste le rappeler aussi que dans ce champ de compétences, il doit communiquer aussi avec les médias pour expliquer un peu différentes affaires, ce qui se passe et à différents niveaux. Il refuse de le faire. Dans ta, moi je vois le procureur général, il va falloir qu'il m'explique un certain nombre de choses. Et au niveau des ministères, s'ils ne veulent pas répondre, s'ils ne répondent pas, ils ne veulent pas répondre. On passe par un autre step by step, mais il faut que ça bouge, Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, mes amis, à la lecture et la découverte de ces éléments factuels, si jamais moi aussi, en tant qu'élu du territoire, je reste silencieux sur de telles choses, bon, ben, ce n'est plus la peine. Autant plier bagages et puis chacun rentre chez soi, et puis on laisse les choses aller en dérive comme ça. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir le développement d'un territoire, son aménagement, tout ce qu'il faut, et parallèlement, laisser des gens faire leur guilde à différents moments sans respecter le cadre qu'on leur a imposé. Ça n'a pas de sens. Donc, les ministères de tutelle doivent en répondre par rapport à ça. Et au niveau du ministère de la Justice, j'attends des réponses aussi du ministre Dupond-Moretti, mais j'aurais aussi avoir des réponses de la part du procureur général, parce qu'il y a encore une fois des éléments qui sont troublants et j'aimerais comprendre un peu ce qui se passe dans cette boutique-là aussi. David Riemann, dernière question. Le cas de l'ONF, il révèle d'après vous les dysfonctionnements de la justice. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus? Parce que c'est quelque chose dont on parle maintenant depuis de longues années, le manque de moyens, le manque de magistrats. Il y a eu des renforts qui sont arrivés pour faire en sorte que la justice soit peut-être un peu plus rapide que ce qu'elle a été par le passé. Vous avez évoqué hier ce qui se passe avec l'ONF, mais aussi ce qui s'est passé avec ce policier qui avait tenu des propos en rapport avec la traite négrière, le cas aussi du féminicide à Macouria, enfin différentes affaires qui, chacune d'entre elles, chacune à leur manière finalement, viennent révéler encore une fois les dysfonctionnements de la justice guyanaise. Vous savez, lorsqu'on fait un regard posé et d'avoir une vision assez panoramique sur la question de la justice, on se rend compte effectivement que il y a des choses qui ne vont pas. Donc il y a une expression qui est venue en 2022, il y a un rapport qui est sorti mais qui n'est pas rendu public. Donc je demande au ministre de la Justice de me transmettre le rapport parce que nous avons besoin de comprendre ce qui se passe et ce qu'ils ont découvert. Derrière, je suis le premier à demander des moyens supplémentaires au travers des projets de loi du gouvernement, au travers des discussions qu'on a, des moyens supplémentaires pour la justice en Guyane, parce qu'il faut donner les moyens, tant matériels et humains, pour pouvoir que la justice puisse bien fonctionner sur le territoire. Pourquoi est-ce urgent de le faire, M. Zamit? Pour la simple bonne raison que la justice
c'est cette institution-là qui permet l'équilibre sur un territoire, qui permet potentiellement la paix. Si la justice est en dysfonctionnement, c'est un déséquilibre dans la société qui s'occasionne automatiquement. Et après, chacun va vouloir faire ce qu'il veut parce que l'institution qui est censée apporter la justice et la paix ne le fait pas. Donc, c'est un grand danger. Donc, on doit donner les moyens pour une justice équitable, une justice juste, justement avec les moyens d'œuvrer en temps et en heure en Guyane, parce que sinon, on va au-devant d'une catastrophe. La chose est sensible, la chose est, j'ai presque envie de dire, extrêmement fragile aujourd'hui quand on parle de la justice. Il y a trop de choses qui ne vont pas, surtout pour les victimes, surtout pour l'accompagnement des victimes, le suivi des victimes. Moi, j'ai démontré par A plus B de façon factuelle et chronologique que le drame, le triple homicide de Makoya aurait pu être évité parce qu'il y avait des signes avant-coureurs importants. Quand on regarde le suivi aussi de la maman qui a subi ce drame, ce traumatisme aujourd'hui, qui doit vivre avec ça, donc mère et grand-mère des victimes, elle n'a pas d'accompagnement. Elle à un moment donné, elle a été maltraitée par la gendarmerie aussi. Donc, il y a trop de choses qui ne vont pas, en fait. Donc, il faut pouvoir maintenant rappeler comment ça doit fonctionner, l'empathie, l'humanité, le suivi d'un certain nombre d'affaires, et même les personnes qui sont blessées, agressées aussi, elles sont livrées elles-mêmes. Non, à un moment donné, il faut dire ce qui se passe en Guyane. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et une telle institution comme la justice, aujourd'hui, doit pouvoir avoir les moyens et surtout œuvrer dans de bonnes conditions pour appliquer une justice équitable, opérationnelle sur le territoire, sinon on va devant de graves déconvenues. Et puis je rappelle, voilà, à tout le monde qu'il y a 1 an et demi, les magistrats, enfin les chefs de juridiction avaient lancé une action de justice morte pour dénoncer déjà à l'époque justement le manque de moyens alloués à la justice guyanaise. Merci beaucoup David Riemann d'avoir été avec nous ce matin, très bonne journée. Merci à vous, bonne journée. À bientôt.